Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le second épisode dédié à la loi de comportement en élasticité linéaire et les deux critères de résistance. Comme lors du premier épisode, un problème avec solution est proposé. Voici l'énoncé du problème. Dans une pièce supposée indéformable, cette pièce, on perce un logement de forme parallélépipédique, c'est-à-dire un logement, un creux, dont les dimensions sont 10 par 10 par 10,005. Dans ce logement, on insère un cube, lequel est susceptible de se déformer. On voit bien que le cube est inséré dans le logement ou dans la cavité. Ce cube, il est de code 10 mm. Ce cube est comprimé sur sa face supérieure avec une pression P. On néglige le frottement. En tout point du cube, le repère X, Y, Z, comme vous le voyez, est considéré principal pour les deux tenseurs. Le tenseur de contrainte, sigma, et le tenseur de déformation, epsilon. Le matériau du cube est en alliage d'aluminium, dont les caractéristiques mécaniques sont comme suit. Le module de Young longitudinal E égale 70 000 mégapascales. Le coefficient de Poisson nu égale à 0,33 et la limite d'élasticité sigma E égale à 250 mégapascales. Première question. Pour une particule appartenant à la face de normale X, donc nous avons ici le cube et nous avons la cavité qui est colorée en rouge. Pour une particule appartenant à la face du cube de normale X, c'est-à-dire cette face du cube qu'on voit, qui est de normale X, dans la direction X. Calculer la valeur de la composante epsilon XX du tenseur de déformation epsilon, nécessaire au remplissage de l'espace formé entre le cube et le logement de la pièce. Vous avez le cube et vous avez la cavité ou le logement de la pièce qui est coloré, comme je l'ai dit, en rouge. Et nous avons un espace vide entre la cavité et le cube. Donc en exerçant la pression P, le cube aura pour tendance à s'allonger dans la direction X, de telle sorte à remplir cet espace vide. La question posée est de calculer la valeur de la composante epsilon XX du tenseur de déformation pour remplir cet espace. Deuxième question. Le cube est comprimé sur sa face supérieure par une pression P égale à 60 mégapascales. Donc on comprime le cube sur sa face supérieure par une pression P égale à 60 mégapascales. Dans ce cas, précisez les conditions en contrainte et déformation appliquées sur la face du cube de normale X. C'est la face qu'on a considérée tout à l'heure, cette face. Quelles sont les conditions
en contrainte et en déformation qui seront appliquées sur cette face du cube. Ensuite, vérifiez si cette pression, c'est-à-dire la pression P égale à 60 mégapascales, est suffisante pour assurer le contact entre la face de normale X du cube et le logement de la pièce. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, donc on a un espace vide entre le cube et la cavité de la pièce. Au fur et à mesure qu'on va augmenter la pression P, donc le cube il va s'allonger dans la direction X, cette face du cube va entrer en contact avec la face de la cavité réciproque ou antagoniste. On vous demande si cette pression P, qui est égale à 60 mégapascales, est-ce qu'elle est suffisante pour assurer le contact entre les deux faces antagonistes, celle de la cavité et celle du cube. Troisième question. Calculez la valeur minimale de la pression qui assure le contact dans le cas où la pression P égale à 60 mégapascales serait insuffisante pour assurer le contact entre la face de normale X du cube et la face réciproque du logement de la pièce. Donc la question qui est posée, si cette pression P de 60 mégapascales, elle ne serait pas suffisante pour assurer le contact entre les deux faces antagonistes dans la direction X, celle du cube et celle de la cavité. Dans ce cas-là, donnez la pression minimale de telle sorte à assurer ce contact. Quatrième et dernière question. Calculez dans le cas de la pression minimum, une fois qu'on a calculé la pression minimum, c'est-à-dire on l'a calculé pour la première question, calculez dans ce cas les contraintes équivalentes selon von Mises, sigma équivalente von Mises, et selon Tresca, sigma équivalent de Tresca. Et tirez-en une conclusion. C'est-à-dire il faut tirer une conclusion une fois que vous ayez calculé les deux contraintes équivalentes, que ce soit celle de von Mises ou celle de Tresca. Comme à l'accoutumée, je vous propose de faire une pause de cette vidéo. Ensuite, d'essayer de répondre aux 4 questions posées. Ensuite, de revenir à la vidéo pour voir la solution. Réponse à la première question. Pour une particule appartenant à la face du cube de normale X, la face du cube, vous avez le cube, la face du cube de normale X, calcul de la valeur de epsilon xx du tenseur de déformation epsilon nécessaire au remplissage de l'espace formé entre le cube et le logement de la pièce. Nous avons pris une vue dans le plan YX du cube et de la cavité. Et nous avons cet espace entre le cube et la cavité. Alors, pour remplir ce vide-là, ou cet espace, on va exercer une pression
P sur la face supérieure, c'est-à-dire perpendiculaire à ce plan, sur cette face-là. Dans ce cas-là, pour remplir cet espace, toutes les particules appartenant à cette face vont se déplacer d'une valeur égale à U de x, c'est-à-dire tous les points qui appartiennent, plutôt toutes les particules qui appartiennent à cette face, elles vont se déplacer dans le sens de x, U de x, d'une valeur de telle sorte égale au jeu, d'une valeur de déplacement U de x, de telle sorte à remplir cet espace. Donc le déplacement de U de x, il est égal au jeu. Et ce jeu est la différence entre la dimension de la cavité dans la direction x, c'est-à-dire 10,005, moins la dimension du cube dans la direction x, qui est égale à 10. Donc, U de x est égal au jeu J, et qui sera égal à delta Lx, c'est-à-dire le cube, il va s'allonger d'une valeur égale à delta Lx, qui est égal à 0,005, c'est-à-dire 10,005 moins 10. Par conséquent, la déformation epsilon xx dans la direction, l'extension, cette extension, epsilon Lx, on appelle ça une extension, sera le rapport de delta Lx qui est égal à 0,05 sur la longueur Lx qui est égal à 10. Donc, epsilon xx sera égal à 5, 10 puissance moins 4. Réponse à la deuxième question. Conditions en contrainte et déformation appliquées sur la face du cube de normale x, c'est-à-dire cette face. Si la pression P égale à 60 mégapascales, on applique une pression P perpendiculaire dans le sens de Z, c'est-à-dire perpendiculaire au plan x, y. Donc c'est représenté par ces petits cercles. Donc une pression perpendiculaire à ce plan-là. Donc et vérification, si la pression P égale à 60 mégapascales, si cette pression est suffisante pour assurer le contact entre la face de normale x du cube et le logement ou la cavité de la pièce. Vous avez la pièce, sa cavité, représentée ici par des hachures, cette face-là, c'est cette face-là qui est assurée. Et vous avez la face du cube. Quand ils vont entrer en contact, les deux faces réciproques vont entrer en contact. Quelle sera la condition? La première condition, c'est la condition en déformation qu'on a vue tout à l'heure. Epsilon xx est égal à 5, 10 puissance moins 4. Pourquoi? Parce que tous les
les particules, toutes les particules de la face de normale x du cube vont se déplacer dans la direction x, d'une valeur ux qui va engendrer epsilon xx. Cependant, dans la direction y, le déplacement est nul. Pourquoi? Parce que la cavité dans sa dimension suivant y est 10 et la dimension du cube dans la direction y aussi est égale à 10. Donc on n'a pas de jeu. Donc toutes les particules qui appartiennent à cette face-là, elles vont avoir uniquement u de x. Elles se déplacent de ce point à ce point. Cependant, le déplacement dans le sens de y, u de y, il est égal à 0. Donc si u de y égale à 0, ça veut dire que epsilon y est égal à 0. Voici les deux conditions qui sont imposées pour la face de normale x du cube. On aura un déplacement suivant dans la direction x qui est égal à u de x, qui engendre epsilon xx. Et compte tenu qu'on n'a pas de jeu dans le sens des y, le déplacement suivant y est égal à 0. Pour assurer le contact entre la face de normale x du cube et la face réciproque ou antagoniste du logement de la pièce, que je vais représenter. Ces deux faces, quand ils vont rentrer en contact, il est nécessaire d'assurer une condition en contrainte. En effet, le contact entre deux solides donne lieu à des actions mécaniques. On a une action mécanique de la pièce par le biais de la face du logement avec la face réciproque du cube. Donc la pièce, elle va appliquer une action sur le cube qui est donnée par la contrainte sigma xx. Donc au fur et à mesure qu'on va augmenter la pression sur la face supérieure de normale z, toutes les particules de la face du cube, elles vont se déplacer jusqu'à atteindre la face du logement de la pièce. Une fois le contact amorcé, on aura une contrainte sigma xx. Au début, c'est-à-dire dès le début de l'amorçage du contact, sigma xx est égal à 0. Ensuite, au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité de la pression, cette contrainte sigma xx va devenir négative. Donc, la contrainte sigma xx est égale à 0 au début du contact entre les deux faces réciproques. Et ensuite, elle va devenir négative.
Par conséquent, il est nécessaire d'assurer la condition aux limites en contrainte, c'est-à-dire la sigma xx est égale à 0 ou négatif. On va considérer maintenant une particule, M, occupant la position du point 1, et on va déterminer l'état de contrainte en ce point-là. Examinons maintenant le cube et on va considérer cette particule M. Et on va zoomer un élément de volume élémentaire autour du point M. Donc, on va faire un zoom là-dessus. Donc, la particule du point M et son volume élémentaire autour, il est représenté par ce cube. Donc, comme nous l'avons déjà vu, donc vous avez la face supérieure qui est soumise à une pression. Cette face de normale X, on lui applique, pour combler l'espace, une déformation ou une extension epsilon xx est égale à 5 10 puissance moins 4. L'autre face de normale y ne subit aucune déformation, c'est-à-dire epsilon y est égal à 0. La face de normale z est soumise à une pression P, ce qui nous conduit à dire que la composante sigma zz est égale à moins P. Pour amorcer ou pour maintenir le contact sur cette face, il faut que tous les points, toutes les particules appartenant à cette face, dont la particule qui occupe la position M, il faut pour ces particules, il faut que la contrainte sigma xx doit être négatif ou égal à 0. Égal à 0 au début, c'est-à-dire à l'amorçage du contact. Donc, ayant au point M le tenseur de déformation, epsilon xx, epsilon yy égale à 0, et epsilon zz est inconnu. Donc la forme du tenseur de déformation pour un point M appartenant à cette face du cube, elle a cette forme-là. Ce qui engendre un tenseur de contrainte sigma xx, sigma yy, et dans ce cas, nous avons pris une pression égale à 60 mégapascal, donc sigma zz est égal à moins 60. On doit maintenant calculer sigma xx en vue de vérifier la condition de contact. On calcule sigma xx pour vérifier si on a contact ou pas. C'est-à-dire pour vérifier que sigma xx est égal à 0 ou négatif. Calculons la valeur de sigma xx par le biais de la loi de comportement en élasticité linéaire et les conditions en contrainte et en déformation appliquées sur la face du cube de normale x du cube, sur cette
cette face-là. Donc sur cette face-là, nous avons epsilon x qui est égal à 5 10 puissance moins 4, epsilon y est égal à 0, parce qu'on n'a pas de déplacement suivant y, et la pression qui est appliquée est de 60 mégapascal, donc la contrainte sigma zz est égale à moins 60 mégapascal. Nous devrons vérifier si on a contact ou pas. Pour cela, nous devrons calculer sigma xx. Le calcul de sigma xx se fait par le biais de la loi de comportement. Et nous allons choisir les équations en fonction des données du problème. Donc nous avons epsilon xx, donc nous cherchons les contraintes, donc on va utiliser la loi qui lie les déformations aux contraintes. Première équation. Deuxième équation, pour epsilon y, nous avons là cette équation. Donc sigma zz est égal à 60. Sigma xx que nous cherchons est inconnu. Et sigma yy est inconnu. Donc, dans ces deux équations, nous avons deux inconnus et deux équations. Ils nous permettent de calculer sigma xx et sigma yy. Une fois calculé sigma x et sigma y, nous pouvons calculer le epsilon zz, quoique la question n'est pas posée, mais juste pour vérifier. Donc sigma zz, epsilon zz sera en fonction de epsilon zz qui est égal, on a dit moins 60, d'accord? C'est moins 60. Moins 60. Et sigma y et sigma xx sont déterminés par ces deux équations. Donc ça, c'est la troisième équation. Elle nous permet de calculer epsilon zz. La première équation qui lie les composantes sigma y et sigma zz à epsilon x, elle nous permet d'écrire cette première équation. Il est de même, nous avons la deuxième équation, epsilon y dans un membre et sigma y et xx dans l'autre membre de cette équation, sachant que epsilon zz est égal à moins 60 mégapascal. C'est une donnée du problème, puisque nous cherchons si la pression P est égale à 60, si elle permet d'amorcer le contact. Donc l'inconnu, inconnu, inconnu et inconnu. Deuxième équation. Donc la résolution de ces deux équations, elle nous permet de calculer sigma xx qui est égal à 9,93 mégapascal et sigma y est égal à moins 16,589 mégapascal. On voit bien que sigma xx est positif. De ce fait, on ne remplit pas la condition de contact. Par conséquent, la
la pression de 60 mégapascales est insuffisante pour amorcer le contact entre les deux surfaces, puisque cette valeur de sigma xx n'est pas égale à 0 ou négatif. Il nous faut une pression plus grande que 60 mégapascales pour amorcer le contact. Réponse à la question 3. Calcul de la valeur minimale de la pression P minimum qui assure le contact dans le cas où la pression P égale à 60 mégapascales serait insuffisante. Donc c'est le cas. Donc là, maintenant on est convaincu que la pression P est insuffisante pour amorcer le contact. Donc, en vue d'amorcer le contact dans la direction X, il faut que la contrainte soit égale à 0 pour l'amorçage. Or, tout à l'heure, on a trouvé une valeur positive qui nous indique que le contact n'a pas lieu. Donc, on doit d'abord imposer cette condition. En plus des deux conditions de formation, epsilon xx et epsilon yy. Donc on impose ces trois conditions et on calcule sigma zz. Et sigma zz, c'est elle qui va conditionner la valeur de la pression minimum. On saura la pression minimale qu'il faut appliquer pour au moins engager le contact entre les deux surfaces. Examinons maintenant les deux tenseurs de déformation et de contrainte qu'on doit imposer. Donc epsilon xx, on a dit que c'est 5 10 puissance moins 4. Epsilon yy est égal à 0. Epsilon zz est inconnu. Ceci pour le tenseur de déformation. En ce qui concerne le tenseur de contrainte, en vue d'engager le contact, donc sigma xx doit être égal à 0. Sigma yy et sigma zz sont inconnus. Donc on va utiliser les lois de comportement pour déterminer comme inconnu sigma zz. Et c'est cette valeur-là qui va nous donner la pression minimum. On va effacer. Donc là, la première équation qu'on va utiliser, c'est celle qui est relative à epsilon xx, qui va nous donner la relation entre les inconnus en contrainte. Donc sigma xx est égal à 0, sigma yy et sigma zz sont inconnus. Donc ça, c'est la première équation. Deuxième équation, elle provient de epsilon yy égale à 0 qui va nous donner une relation en contrainte. Epsilon yy est égal à 0. Sigma yy est inconnu.
sigma ZZ est inconnu, ça donne la deuxième équation. Et la troisième équation, elle nous permet, une fois connu le tenseur de contrainte, les composants de tenseur de contrainte, par le biais des équations 1 et 2, on détermine sigma YY et sigma ZZ. Nous les injectons dans la troisième équation et ça va nous donner la déformation ou l'extension epsilon ZZ. Nous avons donc trois équations à trois inconnus qui sont epsilon ZZ, sigma ZZ et epsilon, et plutôt sigma XX. Ces trois équations, elles nous permettent de déterminer epsilon ZZ égale à moins 1,01 10 puissance moins 3, sigma ZZ moins 79,74 mégapascal et sigma YY égale à moins 26,31 mégapascal. Donc, pour amorcer le contact entre la face de normale X du cube et la face réciproque du logement de la pièce, il suffit d'une pression P minimale. Cette pression P minimale, il faut qu'elle soit égale à, elle est reliée à sigma ZZ. Donc cette pression minimale est égale à moins sigma ZZ, qui est égal à 79,74 mégapascal. Donc, si on a une pression inférieure à cette valeur-là, on n'aura pas contact. Mais dès qu'on dépasse cette pression, on aura un contact. Et on remarque que la face de normale Y est aussi en compression. Là où on n'a pas le jeu. On remarque qu'on a une compression parce qu'elle est négative. La valeur de epsilon ZZ est négative, c'est-à-dire dans le sens de Z, on a un rétrécissement de la dimension dans la direction de Z. Réponse à la quatrième et dernière question. Calculer dans le cas de la pression minimale, P minimale, qu'on a déjà calculé, les contraintes équivalentes de von Mises et sigma équivalente Vm et de Tresca, sigma équivalente Tr. On a déjà, pour engager le contact, c'est-à-dire qui est donné par la pression minimum, sigma XX est égal à 0, sigma ZZ qui est donné par cette valeur et sigma y est donné par cette valeur. Donc on connaît le tenseur de contrainte dans le repère principal. On connaît ce tenseur. Sigma XX égale à 0, sigma YY et sigma ZZ. Calculons la contrainte équivalente de Tresca, qu'on a déjà vu au cours. Donc on est le tenseur. On peut extraire la contrainte équivalente de Tresca comme étant la différence entre la contrainte principale majeure et la contrainte principale mineure. La contrainte maximale majeure, c'est 0. Sigma XX qui est égal à 0. C'est la plus grande valeur. La minimale, c'est sigma ZZ, moins 79,74. Donc on fait la différence pour déterminer la contrainte équivalente de Tresca.
Donc la contrainte équivalente de Tresca est égale à 79,74 mégapascales. Calculons maintenant la contrainte équivalente de von Mises. Donc on applique la relation de la contrainte équivalente de Mises qui est donnée par cette équation. On remarque que les composantes hors diagonale sont égaux à 0. Contrainte sigma xx est égale à 0. Donc nous avons que les composantes sigma YY et sigma ZZ. Et nous allons appliquer les composantes qu'on a calculées. Donc le calcul, il donne une contrainte équivalente de von Mises égale à 70,37 mégapascales. Vérification des deux critères de résistance. Donc on va comparer les deux contraintes qu'on a trouvées avec la limite d'élasticité. Pour la contrainte de Tresca, elle est inférieure à la limite d'élasticité qui est égale à 250. Et pour la contrainte équivalente de von Mises, elle est aussi inférieure à la limite d'élasticité sigma E. En conclusion, nous pouvons dire que l'état de contrainte de la particule appartient au point 1, qui est représentatif pour l'ensemble du cube en aluminium. Nous constatons que les deux critères de résistance ont été validés. Par conséquent, le matériau se caractérise par un comportement élastique linéaire. Bon, sur ce, se termine cette vidéo. J'espère qu'on se verra dans de prochaines vidéos sur l'élasticité et sur la mécanique des milieux continus. Au revoir.